chers auditeurs, dans la vie d'une femme, il n'y a peut-être pas de plus grande douleur que d'être impitoyablement humiliée par son propre mari, l'homme avec qui elle partage sa vie devant le monde entier. Et cette humiliation est multipliée par 1000 lorsqu'elle se produit au milieu d'une somptueuse pendaison de crémaillère. Sous le regard autoritaire et complice de ma belle-mère, à l'instant même où 2 gifles brutales ont fait saigner ma bouche, mon monde entier a semblé s'effondrer. Mais c'est précisément à ce moment d'humiliation maximale que j'ai discrètement sorti mon téléphone pour passer un appel. C'était un appel qu'ils considéraient tous comme les divagations d'une folle, mais ils ne savaient pas que c'était un appel du destin, l'appel qui transformerait leur fête de crémaillère en funérailles de leur richesse fictive. Quelques instants plus tôt, le lustre en cristal éblouissant, d'une valeur de plus de 50 000 $, rayonnait d'une lumière dorée opulente qui se reflétait sur les visages radieux, les robes de créateurs et les coupes de champagne pétillants. Une musique mélodieuse se mêlait aux rires et aux conversations animées, créant une atmosphère de prospérité et de distinction. C'était la fête de crémaillère pour le domaine familial de mon mari, un événement organisé dans un immense manoir de 10 millions de $ à Greenwich, dans le Connecticut, une zone connue pour être le terrain de jeu de l'élite de New York. Je restais seul dans un coin discret près du buffet. Je portais toujours la simple robe en crêpe de couleur crème que j'avais mise d'innombrables fois. Je me sentais complètement déplacé, comme une note dissonante dans cette symphonie de luxe. Je suis Chloé, la femme d'Ethan, le fils aîné de cette famille. Mais aux yeux de tout le monde ici, je ne suis qu'une belle fille de petite ville, une orpheline d'origine humble qui a eu la chance de faire un beau mariage en attirant l'attention d'un jeune homme riche. Chloé, qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Va servir du vin au PDG tout de suite. La voix de ma belle-mère Méline a résonné à mon oreille, dure et impérieuse. Elle est passée devant moi, drapée dans une robe de velours rouge avec un magnifique collier de perles à son cou. Elle avait l'air incroyablement élégante, mais le regard qu'elle m'a lancé ne cachait pas son mépris. J'ai acquiescé précipitamment. J'ai pris une bouteille de vin de réserve coûteux et j'ai essayé de marcher aussi gracieusement que possible avec des talons auxquels je n'étais pas habitué. Mon cœur battait un peu plus vite. Je ne suis pas faite pour ces fêtes bruyantes ou ces relations sociales complexes. Je me suis approché de la table VIP où mon beau-père, Walter, recevait un invité important. Excusez-moi, monsieur. Désirez-vous encore un peu de vin? Je me suis penché, essayant de remplir le verre du PDG avec le sourire le plus radieux que je pouvais simuler, mais peut-être à cause de la tension, ma main a tremblé légèrement. Quelques gouttes de vin rouge foncé se sont renversées, tachant la manche de la chemise blanche impeccable de l'invité. Oh là là, s'est exclamé l'homme, surpris. Toute la table s'est tue. Tous les regards étaient fixés sur moi. Je suis terriblement désolé, monsieur. Vraiment. J'ai paniqué. J'ai posé la bouteille en hâte et j'ai cherché maladroitement une serviette en papier pour essayer de nettoyer pour lui. Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? La voix de Walter a tonné. Mon beau-père furieux a continué, tu ne sais même pas verser un verre de vin correctement. Quel incapable. Détends-toi, Walter. Ce n'est pas grave. C'était juste un petit accident, est intervenu rapidement l'invité, faisant preuve de grandeur d'âme, bien que ses yeux ne puissent cacher son irritation. Méline, qui avait tout vu de loin, s'est précipitée, le visage contracté par la fureur. Elle ne m'a pas dit un mot. Elle a simplement jeté un regard à son fils, Ethan, qui se tenait à proximité. Un regard aussi tranchant qu'un couteau, un geste impérieux du menton. C'était un signal, un ordre silencieux. Ethan s'est figé un instant. Une lueur de doute a traversé son visage, mais sous le regard pressant de sa mère, il s'est approché de moi. Il n'a pas dit un mot. À mon incrédulité et sous le regard stupéfait de centaines d'invités, il a levé la main. Clac! Une gifle brutale a laissé la marque de ses 5 doigts sur ma joue gauche. J'ai vacillé, les oreilles bourdonnantes, mon esprit est devenu vide. Je n'arrivais pas à y croire. Le mari que j'avais toujours aimé, celui qui me murmurait des mots doux chaque nuit, venait de me frapper. Mais l'enfer n'était pas fini. Une gifle ne suffit pas pour lui donner une leçon. Il faut lui apprendre ce qu'est le respect, a de nouveau retenti la voix de Méline, froide et cruelle. Et alors, comme une marionnette sans âme, Ethan a de nouveau levé la main. Clac! Une autre gifle, encore plus forte que la précédente, sur mon autre joue. Cette fois, je n'ai pas pu rester debout. Je suis tombé à genoux sur le sol de marbre froid. Un goût métallique de sang s'est répandu dans ma bouche. Toute la salle a sombré dans un silence de mort. La musique s'était arrêtée.
Tout le monde était stupéfait. Certains ressentaient de la pitié, d'autres s'en délectaient, et certains regardaient simplement le spectacle avec indifférence. J'étais à genoux au centre de l'attention, de l'humiliation. Mes joues brûlaient de douleur, mais cette douleur physique n'était rien comparée à celle qui me déchirait le cœur. J'ai levé la tête et je les ai regardés. Méline se tenait les bras croisés, une expression de pure satisfaction sur le visage. Walter avait détourné la tête, feignant le désintérêt. Et Ethan? Il se tenait là, me regardant de haut avec une froideur et une distance qui m'ont glacé le sang. Pendant un instant, je ne l'ai pas reconnu. Toute ma patience, tous mes sacrifices pendant un an en tant que belle-fille sont soudainement devenus une farce. Je m'étais trompé de croire en l'amour, trompé d'abandonner mon vrai moi pour jouer le rôle d'une pauvre fille d'une petite ville. Il pensait que j'étais faible, que je ne saurais que pleurer et supplier. Mais il se trompait. La douleur et l'humiliation extrême ne m'ont pas brisé. Au contraire, elles ont réveillé mon vrai moi, un moi qui était endormi depuis trop longtemps. Lentement, je me suis relevé sans l'aide de personne. J'ai porté ma main au coin de ma bouche pour essuyer la trace de sang avec un geste si calme qu'il était terrifiant. J'ai arrêté de les regarder. Silencieusement, j'ai sorti mon téléphone de ma petite pochette. La fête était à nouveau remplie de murmures. Que pensait-il que j'allais faire? Appeler quelqu'un pour me plaindre? Une orpheline comme moi n'avait personne à appeler. Et, qui appelles-tu? Tes parents au ciel pour qu'ils viennent te sauver, une voix moqueuse s'est fait entendre, suivie de quelques rires. J'ai tout ignoré. Mes doigts ont glissé rapidement sur l'écran, cherchant un contact enregistré sous le nom de Léo. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. L'appel a abouti instantanément. Oui, Madame la Présidente. Je suis à votre service. La voix à l'autre bout du fil était extrêmement respectueuse. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement parlé. Ma voix était froide comme la glace, sans aucune émotion, mais assez forte pour que les personnes à proximité entendent. Léo, je te donne 30 minutes. Saisis le domaine du 27 Oak Haven Lane à Greenwich. Expulsez immédiatement toutes les personnes non autorisées des lieux. Cela dit, j'ai raccroché, laissant derrière moi un tourbillon d'étonnement, de moquerie, et une famille arrogante qui n'avait aucune idée que sa fête de crémaillère était sur le point de devenir une tragédie irréparable. Si vous retenez votre souffle en attendant de voir ce qui se passe après l'appel fatidique de Chloé, s'il s'agit d'une blague ou d'un rebondissement spectaculaire, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite passionnante de cette histoire. Votre soutien est notre plus grande motivation pour continuer à vous apporter des histoires significatives et captivantes. La luxueuse salle de bal est tombée dans un étrange silence après mon appel. Il y a quelques secondes, l'atmosphère était bruyante et vibrante. Maintenant, c'était si calme qu'on pouvait entendre le tintement des glaçons contre le cristal des verres. Tout le monde me regardait avec incrédulité, comme si je venais de parler dans une langue d'une autre planète. Puis, comme une réaction en chaîne, les rires ont commencé. D'abord des gloussements retenus, mais bientôt ils se sont transformés en rires francs et impitoyables. Les gifles ont dû l'atteindre. Elle est devenue folle. Saisir? Expulser? Dans quel film croit-elle vivre? Pauvre fille. Le choc a dû la rendre délirante. Ce n'est pas facile de se marier dans une famille riche. Les commentaires et les moqueries résonnaient de toutes parts sans aucune honte. La famille de mon mari, après un moment de stupeur, a rapidement retrouvé son air de supériorité. Méline fut la première à éclater de rire. Elle riait si fort qu'elle devait se tenir le ventre. Oh, pour l'amour du ciel! Vous avez entendu ce que ma petite belle-fille de la campagne a dit? Elle dit qu'elle va saisir cette maison même. Elle doit trop regarder de feuilletons télévisés. Elle s'est tournée vers moi avec un regard plein de mépris et d'une fausse compassion. Chloé, ma chère, est-ce que ça va? Veux-tu que j'appelle un psychiatre pour te voir? Quelques gifles t'ont rendu folle. Ethan, mon mari, après le choc initial, a rapidement rejoint sa mère. Il s'est approché de moi. Son visage ne montrait plus la cruauté de tout à l'heure, mais une inquiétude feinte. Il a essayé de me prendre le bras, mais j'ai fait un pas en arrière avec un regard glacial. Chloé, s'il te plaît, ne fais plus de scène, dit-il à voix basse, essayant de paraître compréhensif. Je sais que tu es blessé, et je suis désolé de m'être emporté, mais tu ne peux pas dire ces sottises et embarrasser toute la famille. Tout le monde nous regarde. Allez, va te reposer dans la chambre.
Je vais m'occuper de tout. Il essayait de jouer le rôle du mari raisonnable, calmant sa femme désemparée. Toute sa famille croyait que j'étais un simple pion, une victime impuissante qu'il pouvait piétiner et humilier à volonté. Il ne pouvait pas imaginer que la fille de petite ville qu'il méprisait était en réalité celle qui tenait le destin de toute leur famille entre ses mains. Je n'ai rien dit. J'ai simplement marché vers une chaise vide dans un coin de la pièce et je me suis assise. J'ai pris un mouchoir dans mon sac à main et j'ai délicatement épongé le sang qui coulait du coin de ma lèvre. J'étais d'un calme effrayant. Mon calme semblait les irriter encore plus, les convainquant que j'avais vraiment perdu la tête. La fête a repris, mais l'atmosphère n'était plus la même. Les gens mangeaient et buvaient tout en jetant des regards furtifs vers moi, en chuchotant. J'étais devenu la risée, le sujet de conversation de la soirée, mais je m'en fichais. Dans mon esprit, à ce moment-là, il n'y avait ni douleur ni humiliation, mais les souvenirs d'il y a un an, le jour qui m'avait poussé dans cette mascarade cruelle. Il y a un an, j'étais Chloé Vance, la présidente de l'Ombre de 4 Capital, l'un des fonds d'investissement privés les plus importants et les plus mystérieux des États-Unis. Mes parents sont décédés tôt, me laissant une fortune immense et une profonde philosophie de vie. L'argent est un outil, ma chérie. Tu peux l'utiliser pour construire, mais il peut aussi te détruire. Apprends à le maîtriser. Ne le laisse jamais te maîtriser. Lassé du monde de la haute société rempli de fausses relations et de gens qui ne m'approchaient que pour mon argent et mon statut, je languissais après quelque chose de simple, un amour véritable. Je voulais trouver un homme qui m'aimerait pour ce que j'étais, pour la Chloé normale, pas pour la présidente de 4 Capital. Et ainsi, un plan audacieux est né. J'ai créé une identité complètement nouvelle, Chloé, une orpheline d'une petite ville de l'Ohio qui avait déménagé à New York pour gagner sa vie. J'ai loué un petit appartement. J'ai trouvé un emploi de bureau dans une entreprise ordinaire. Je voulais vivre la vie d'une personne ordinaire pour trouver ce qui me manquait le plus. Et puis j'ai rencontré Ethan. Il était le directeur commercial d'une entreprise de construction, l'entreprise familiale en pleine expansion. Il était beau, élégant et parlait avec douceur. Il m'a courtisé avec persévérance et passion. Il disait qu'il ne se souciait pas de mon passé ou de mes antécédents familiaux, qu'il aimait seulement ma simplicité et mon authenticité. À ses côtés, j'ai trouvé le sentiment d'être aimé, d'être protégé. J'ai cru à ses paroles, à son regard tendre. Naïvement, je pensais avoir enfin trouvé le prince de ma vie. Notre mariage n'a pas été excessivement ostentatoire, mais c'était suffisant pour que sa famille puisse se pavaner devant ses amis et ses proches. Je suis devenu sa belle-fille et j'ai commencé une vie dans ce que je croyais être une famille heureuse. Mais le rêve s'est brisé rapidement. Dès les premiers jours, Méline et le reste de la famille n'ont pas caché leur mépris à mon égard. Ils me critiquaient pour mes origines. Ils se moquaient de moi, m'appelant la fille de la campagne. Ils m'ont forcé à quitter mon emploi pour devenir femme au foyer, au service de toute la famille. Ils contrôlaient chaque centime que je dépensais, me traitant comme une servante non rémunérée. J'ai enduré cela. J'ai essayé de faire tout mon possible pour leur plaire. Tout cela parce que j'aimais Ethan et parce qu'il était toujours à mes côtés, me réconfortant avec des mots doux. Chérie, mes parents sont un peu difficiles. Essaie de supporter ça pour moi, d'accord? Tant que nous nous aimons, cela suffit. Et je l'ai cru. Pour lui, j'ai enduré l'humiliation. Pour lui, j'ai renoncé à mon amour-propre. Je n'avais aucune idée que tout son amour, tout ce mariage, n'était qu'une partie d'un plan plus vaste, un plan calculé dans les moindres détails. Et ce domaine de 10 millions de dollars, l'endroit où j'étais maintenant humilié, était la preuve la plus claire de leur complot. Un complot que, ironiquement, j'avais moi-même orchestré depuis l'ombre. La musique mélodieuse a recommencé, essayant de dissiper l'atmosphère gênante et étrange qui s'était emparée de la fête. Les gens ont recommencé à trinquer et à rire, mais les conversations n'étaient plus naturelles. De temps en temps, des regards curieux et compatissants étaient dirigés vers moi, celle qui était assise seule dans un coin sombre comme un animal blessé attendant son sort. Il ne savait pas que cet animal n'était pas blessé, mais simplement accroupi, attendant le moment de bondir sur sa proie. J'ai bu une gorgée d'eau. Le goût du sang dans ma bouche n'était toujours pas parti, mais au lieu de me faire souffrir, il rendait mon esprit plus clair et plus froid que jamais. J'observais ce domaine luxueux. Chaque détail était gravé dans ma mémoire, non pas en tant que belle-fille de cette famille, mais en tant qu'investisseuse. Il y a environ 6 mois, alors qu'Ethan et moi étions encore dans la phase passionnée de notre relation, l'entreprise de construction de sa famille,
Hamilton Construction Corporation a plongé dans une grave crise financière. À cause des mauvaises décisions d'investissement de Walter et d'une gestion déficiente, l'entreprise était au bord de la faillite. Il devait de l'argent aux banques, aux fournisseurs et aux employés, une dette colossale de plusieurs millions de dollars. Ils avaient cherché de l'aide partout, frappé aux portes de toutes les banques et de tous les grands fonds d'investissement, mais personne n'osait secourir un navire en perdition. C'est alors que, par le biais de certains intermédiaires, Walter est arrivé jusqu'à mon fonds d'investissement, 4 Capital. Bien sûr, il n'avait aucune idée que la personne à la tête de ce fonds d'investissement mystérieux et puissant était la petite amie de province de son fils. Je me souviens parfaitement du jour où Walter et Ethan sont venus au bureau de 4 Capital pour présenter leur proposition de financement. Je n'étais pas présente. Ceux qui les ont reçus étaient mon assistant, Léo, et mon équipe d'analystes. J'étais assise dans mon bureau privé, regardant toute la réunion via un flux de caméra en direct. J'ai vu l'expression anxieuse et suppliante de Walter. J'ai vu la concentration et l'ambition dans les yeux d'Ethan. Ils ont présenté un plan d'affaires prometteur, des projets immobiliers potentiels et des chiffres de profit attrayants. Mais mon équipe, avec ses yeux d'investisseurs professionnels, a rapidement repéré les lacunes, les risques et le manque de transparence de leur comptabilité. Madame la Présidente, ce projet est trop risqué, m'a informé Léo après la réunion. Leur capacité de gestion est faible, le flux de trésorerie est instable et la probabilité de récupérer l'investissement est très basse. En suivant les règles, nous devrions le rejeter. Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Rationnellement, Léo avait tout à fait raison. N'importe quel investisseur aurait immédiatement rejeté ce dossier. Mais émotionnellement, c'était l'entreprise de la famille de l'homme que j'aimais. J'ai pensé que c'était peut-être un test pour l'amour d'Ethan et aussi pour moi-même. J'ai décidé de prendre un risque. Nous allons investir en eux, ai-je dit à Léo. Mais pas sous forme de capital. Nous leur accorderons un prêt avec un contrat extrêmement strict. Et ainsi, un accord de près de 10 millions de dollars a été rédigé. Ce montant était suffisant pour que Hamilton Construction rembourse toutes ses anciennes dettes et dispose d'un fonds de roulement pour de nouveaux projets. En retour, il devait hypothéquer tous les actifs de l'entreprise, y compris toutes les propriétés immobilières, les machines, l'équipement, ainsi que les précieux actifs personnels des membres du conseil d'administration qui provenaient principalement de la famille de Walter. Et la clause la plus importante, celle qu'ils n'ont probablement pas lue attentivement dans leur joie d'être secourus, était que l'emprunteur s'engageait à utiliser l'intégralité du prêt aux fins exactes présentées dans le plan d'affaires. Tout usage abusif des fonds, aussi minime soit-il, serait considéré comme une rupture de contrat grave. Dans ce cas, le prêteur aurait le plein droit d'exiger le remboursement immédiat de l'intégralité du prêt, principal et intérêt, sans préavis. Ce domaine de 10 millions de dollars faisait en réalité partie de la garantie de ce contrat. Il a été acheté avec mon argent, l'argent de 4 Capital. Les Hamilton étaient simplement des locataires dans la maison de leurs créanciers sans le savoir. J'étais la véritable créancière, celle qui tenait la vie de toute leur famille entre ses mains. Je leur ai donné une chance, une issue. J'espérais qu'après avoir été sauvés de l'abîme de la faillite, ils l'apprécieraient, se concentreraient sur les affaires, et qu'Ethan m'aimerait vraiment d'un amour sincère. Mais je me suis trompé. Je me suis terriblement trompé. Ils n'ont pas utilisé l'argent pour renflouer l'entreprise. Au lieu de cela, qu'ont-ils fait? Ils l'ont utilisé pour construire un château de tromperie. Immédiatement après avoir reçu les 10 millions de dollars de 4 Capital, un montant qui était pour eux comme une aubaine, la famille Hamilton ne s'est pas mise au travail pour restructurer l'entreprise ou résoudre ses problèmes fondamentaux. Au lieu de cela, la première chose qu'ils ont faite a été de reconstruire leur image, ou pour être plus précis, de polir leur façade glamour qui s'était fissurée. Ils croyaient que dans le monde des affaires, l'apparence et l'ostentation sont parfois plus importantes que la compétence réelle. Ils devaient prouver à leurs partenaires, à leurs concurrents et à la société que Hamilton Construction non seulement n'était pas en faillite, mais qu'elle entrait dans une nouvelle ère dorée. Et l'outil le plus efficace pour y parvenir était de dépenser de l'argent, beaucoup d'argent. L'immense domaine de Greenwich, l'une des zones les plus chères du pays, a été acheté immédiatement. Ils n'ont pas payé par mensualité, mais en espèces, un acte de pure ostentation pour démontrer leur puissance financière. Ils n'ont pas hésité à dépenser des centaines de milliers de dollars supplémentaires pour embaucher les meilleurs architectes d'intérieur, transformant la maison en un palais miniature avec toutes sortes de produits de luxe importés d'Italie et de France. De la table à manger en bois noble et des peintures à l'huile d'artistes célèbres au système intelligent de sonorisation et d'éclairage, tout devait être le meilleur,
le plus cher, afin que quiconque entrait soit impressionné et émerveillé. Avec le domaine est venue une flotte de nouvelles voitures de luxe. Walter a échangé sa vieille Mercedes contre une Bentley flambant neuve. Méline s'est offert une Porsche décapotable rouge vif. Et Ethan? Il a également acheté une voiture de sport BMW haut de gamme. Il conduisait ses voitures dans les quartiers riches et assistait à des événements de luxe, tout cela pour que les gens voient le retour spectaculaire du clan Hamilton. Et bien sûr, les articles de marque ne pouvaient pas manquer. Méline et la sœur d'Ethan sont devenues des clientes VIP de toutes les boutiques de haute couture de Madison Avenue. Des sacs Chanel, des chaussures Christian Louboutin, des robes Dior et Gucci remplissaient leurs énormes placards. Beaucoup d'entre eux, encore munis de leurs étiquettes, menaient une vie de roi, profitant d'une vie de luxe et d'opulence avec l'argent même qu'ils avaient emprunté pour sauver leur entreprise. Ils avaient complètement oublié le véritable but du prêt, oublié leur engagement envers le fonds d'investissement. Ils avaient flagrantement violé le contrat dès le premier jour. Et moi, dans mon rôle de petit ami de province, j'ai été témoin de tout cela. Quand Ethan m'a demandé en mariage et que j'ai accepté, il m'a emmené rencontrer sa famille dans ce domaine même. Je me souviens encore du sentiment de crainte et d'un petit peu d'infériorité. À ce moment-là, je croyais vraiment que sa famille était riche et puissante. Je pensais que j'avais beaucoup de chance que quelqu'un comme lui-même. Et quand je suis devenu leur belle-fille, j'ai dû vivre sous leur critique et leur mépris. Une fille de la campagne comme toi. Avoir pu entrer dans cette maison est déjà la chance d'une vie. Alors tiens-toi bien, m'a dit Méline lors de ma première semaine en tant que belle-fille. Ils me traitaient comme un parasite, une servante non rémunérée, alors qu'en réalité c'était eux qui vivaient de mon argent. Chaque fois que je les voyais dans leurs vêtements de créateurs ou au volant de leur voiture de luxe, un sentiment d'ironie m'envahissait. Je pouvais exposer la supercherie à tout moment. Je pouvais leur arracher tous ces mensonges d'un seul appel. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à endurer, jouant mon rôle de belle-fille soumise parce que j'avais encore un petit espoir. J'espérais que tout cela n'était qu'une ostentation superficielle, que dans le fond, Ethan était toujours l'homme sincère dont j'étais tombée amoureuse. Je me suis dit que peut-être, après avoir stabilisé leur image, ils se concentreraient sur les affaires et que tout irait mieux. Je leur ai donné du temps. Je leur ai donné une chance, mais j'avais tort. La cupidité humaine est un puissant fond. Leur ostentation est devenue de plus en plus ridicule, et la crémaillère d'aujourd'hui était le point culminant de ce mensonge. Ils ont invité des centaines de personnes, des personnalités influentes du monde des affaires et de la politique, non pas pour partager leur joie, mais pour étaler leur pouvoir et chercher de nouvelles opportunités d'affaires. Ils utilisaient la maison même pour laquelle je leur avais prêté de l'argent comme scène pour leur théâtre de la richesse. Et moi, la véritable créancière, je suis devenu un pion, un accessoire, et j'ai même été publiquement humilié. Les 2 gifles d'Ethan ne m'ont pas seulement causé une douleur physique, elles ont brisé toutes mes illusions, mes derniers espoirs. Elles m'ont montré leur vrai visage, une famille pourrie jusqu'au trognon, bâtie sur les mensonges, l'avidité et la cruauté. Il était temps que cette pièce se termine, et c'est moi qui baisserai le rideau pour que tout le monde puisse voir la vérité brute et honteuse derrière la scène éblouissante. 30 minutes. Je leur ai donné 30 minutes pour continuer à profiter de leur fausse richesse, les 30 dernières minutes de la pièce qu'ils avaient tant travaillé à mettre en scène. Pendant ce temps, je suis restée assise dans mon coin, silencieuse comme une ombre. Le gonflement sur ma joue commençait à apparaître, lançant de douleur, mais je ne ressentais plus rien. Toute mon attention était fixée sur ma montre-bracelet. La trotteuse avançait tic-tac constante et froide, comme les pas de la mort qui approchent. La fête continuait, mais l'atmosphère n'était plus la même. Après ma scène de famille, les gens semblaient un peu gênés. Ils continuaient à rire et à porter des toasts, mais les regards curieux et les murmures ne cessaient d'être dirigés vers moi. J'étais devenu une tache, un point noir désagréable sur le tableau parfait que la famille Hamilton essayait de peindre. Méline, après avoir exulté d'avoir discipliné sa belle-fille impertinente, a remis son masque d'hôtesse gracieuse. Elle déambulait entre les tables au bras de Walter, souriant et discutant avec des invités importants comme si de rien n'était. Ethan a lui aussi rapidement oublié son acte de violence et a repris son rôle de jeune héritier élégant, de directeur commercial brillant et talentueux. Il circulait dans la salle pour socialiser, échangeant des cartes de visite et discutant de projets futurs. Ils jouaient trop bien. Ils étaient trop professionnels. En les regardant, personne n'aurait pu deviner que dans quelques minutes seulement, tout ce glamour s'évanouirait comme de la fumée. 15 minutes passèrent.
J'ai regardé par la fenêtre. L'horizon de New York était toujours brillant, mais je savais que quelque part dans la ville, un ordre avait été donné. Mon assistant, Léo, célèbre pour sa précision et son efficacité, mobilisait sûrement son équipe, se préparant pour une visite inattendue. 25 minutes. Je me suis levé. Mon action a immédiatement attiré l'attention de quelques personnes. Je ne me suis pas dirigé vers la porte ou vers ma chambre, j'ai marché directement vers le centre de la salle où se trouvait un microphone sur un pupitre. Je l'ai pris. Un doux « bonjour » de ma part a résonné dans les haut-parleurs, assez pour faire taire toute la salle bruyante. Tous les regards se sont tournés vers moi une fois de plus. Ethan et sa famille se sont également retournés, me regardant avec surprise et irritation. Qu'est-ce qu'elle va encore faire? Pouvais-je lire dans les yeux de Méline. J'ai balayé la salle du regard, observant les visages inconnus ces gens qui avaient été témoins de mon humiliation. Puis mon regard s'est posé sur la famille de mon mari. J'ai regardé Ethan droit dans les yeux. « Mesdames et messieurs », ai-je commencé. Ma voix ne tremblait plus de peur mais était claire, ferme et pleine d'autorité, une voix que je ne savais même pas posséder. Je suis Chloé, la belle-fille de la famille Hamilton. Tout d'abord, je m'excuse d'interrompre votre charmante réception, mais je crois qu'il y a des vérités qui doivent être clarifiées ici et maintenant. Chloé, qu'est-ce que tu fabriques? Descends de là tout de suite, a hurlé Ethan, le visage rouge de colère et d'embarras. Il a essayé de s'approcher pour me faire descendre, mais j'ai levé une main pour l'arrêter. Ne sois pas si pressé. Ta pièce, et la pièce de ta famille, dure depuis 1 an maintenant. Laisse-moi dire la fin. Je me suis tourné vers les invités. Vous vous trouvez dans une propriété très luxueuse, n'est-ce pas? Vous êtes probablement émerveillé par la richesse et le succès de la famille Hamilton. Mais savez-vous une chose? Tout ceci de la maison aux voitures de luxe en passant par le vin que vous buvez est emprunté. La salle s'est remplie de murmures. Menteuse. Tu es folle, a crié Méline. Mais je ne lui ai pas laissé la chance de continuer. Et le créancier, la personne qui leur a généreusement prêté 10 millions de dollars pour construire ce château de mensonges, n'est autre que moi-même. Si ma phrase précédente avait provoqué des murmures, celle-ci a entraîné un silence de mort. Les gens me regardaient, puis regardaient la famille Hamilton, complètement confus. Qu'est-ce que tu racontes? Walter, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a fini par parler, la voix tremblante. Juste à ce moment-là, la porte principale de la salle s'est ouverte avec fracas. Tout le monde s'est retourné à l'unisson, et la scène dont ils ont été témoins les a tous laissés horrifiés. Un groupe d'hommes en costume noir impeccable, à l'allure extrêmement professionnelle et dégageant un air imposant, est entré en file indienne. Ils se déplaçaient rapidement et avec organisation, comme une équipe d'opération spéciale en mission. À leur tête se trouvait Léo, mon assistant de confiance. Il portait un costume italien parfaitement ajusté. Son visage était froid et inexpressif. Derrière lui se trouvait une équipe d'une 12aine de personnes, comprenant des avocats, des experts en évaluation d'actifs et du personnel de sécurité de grande taille. Leur apparition soudaine avec une telle aura de pouvoir a complètement figé la fête. La musique s'est arrêtée. Les rires ont cessé. Il ne restait que des souffles d'étonnement et une atmosphère d'extrême tension. « Excusez-moi, qui êtes-vous? Qui vous a permis d'entrer ici de la sorte ?» Walter, en tant qu'hôte, a tenté de retrouver son autorité et s'est mis en travers de leur chemin, mais Léo ne s'est même pas arrêté, il ne lui a même pas jeté un regard. Il a marché directement vers moi, toujours au pupitre, et s'est incliné à 90 degrés, un geste de respect absolu. « Madame la Présidente, je suis arrivé. Tout est prêt selon vos ordres. » Madame la Présidente, ces 3 mots prononcés par un homme de la prestance de Léo ont été comme une bombe atomique explosant au milieu de la salle. Tous les regards, passant de l'étonnement à la confusion totale, se sont tournés à nouveau vers moi. Ils commençaient à me regarder différemment, la fille de province dans sa simple robe en crêpe, celle qui venait d'être giflée et jetée au sol. Impossible. Cela ne pouvait pas être aussi absurde. La famille Hamilton, et surtout Ethan, étaient les plus choqués. Il était pétrifié, les yeux écarquillés, fixés sur moi et Léo. Il ne pouvait pas croire que sa femme, qu'il avait toujours méprisée, était la présidente. Présidente de quoi? Très bien, ai-je dit en hochant la tête vers Léo. Puis j'ai repris le micro. Ma voix est devenue plus froide et plus autoritaire que jamais. Vous êtes sans doute tous très perplexes.
permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis Chloé ou pour être plus précise, Chloé Vance, présidente du conseil d'administration du fonds d'investissement 4 Capital. Pour les gens ordinaires, ce nom pouvait être inconnu, mais pour les entrepreneurs et financiers présents, c'était un nom qu'on ne pouvait ignorer, un requin des fonds d'investissement, célèbre pour ses acquisitions audacieuses et pour un leader mystérieux qui ne s'était jamais montré en public. Maintenant, ce leader mystérieux était devant eux sous une identité inimaginable. Tu mens? A fini par bégayer Ethan, la voix tremblante d'incrédulité. C'est impossible. Tu n'es qu'une orpheline d'une petite ville, non? Je l'ai interrompu avec un sourire moqueur sur les lèvres. C'était la pièce que j'ai mise en scène pour chercher ce qu'on appelle le véritable amour. Mais malheureusement, j'ai échoué. Au lieu de l'amour, je n'ai trouvé qu'une famille d'escrocs, cupides et maltraitants. Je me suis tourné vers Léo, ne voulant plus perdre de temps. Léo, commence. Léo a hoché la tête et a fait signe à son équipe. Les avocats ont commencé à se disperser, poliment mais fermement, invitant les invités à partir. Mesdames et messieurs, la fête est finie. En raison de certaines questions juridiques qui doivent être résolues, nous avons le regret de devoir vous demander de quitter les lieux immédiatement. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément. Les invités, bien que très curieux, voyant l'attitude professionnelle et déterminée de l'équipe juridique et du personnel de sécurité bloquant la sortie, n'ont pas osé rester. Ils sont partis à la hâte, murmurant encore sur le scandale du siècle dont ils venaient d'être témoins. Pendant ce temps, Léo, un dossier épais à la main, s'est dirigé directement vers Walter, toujours paralysé par le choc. Monsieur Walter Hamilton, représentant la Hamilton Construction Corporation, la voix de Léo était glaciale. Je suis le représentant légal du fonds d'investissement 4 Capital. Selon l'article 7, section 3 du contrat de prêt numéro 2023 IVCS, l'emprunteur a gravement manqué à son engagement sur l'utilisation des fonds aux fins prévues. L'intégralité des 10 millions de dollars n'a pas été utilisée pour restructurer l'entreprise, mais pour l'achat d'actifs personnels et pour des dépenses non prévues dans le plan d'affaires approuvé. Conformément à l'article 9, section 1 du contrat, en cas de manquement grave de l'emprunteur, le prêteur a le plein droit de résilier unilatéralement le contrat et d'exiger le remboursement immédiat de la totalité de la dette, y compris le principal et les intérêts de retard. Nous sommes ici aujourd'hui pour exécuter officiellement la décision de recouvrement de créances. Tous les actifs hypothéqués dans le contrat y compris ce domaine, tous les véhicules et autres actifs au nom de la société et en votre nom, celui de votre femme et celui de votre fils seront saisis et vendus aux enchères pour régler la dette. Chaque mot de Léo était comme une condamnation à mort. Le visage de Walter est passé du blanc au livide. Il a titubé et a porté la main à sa poitrine, luttant pour respirer. Non, c'est impossible. Vous êtes des escrocs, a crié Ethan, courant pour soutenir son père. Méline restait comme une statue, la bouche béante, incapable de prononcer un mot. Son empire de mensonges, son château de cartes, s'effondrait sous ses yeux rapidement et de manière irréversible. L'effondrement d'un empire, même faux, s'accompagne toujours de chaos et de cris désespérés. Dès que Léo eut fini de parler, la propriété, qui jusqu'alors était plongée dans un silence de mort, a explosé. Escrocs. Vous n'êtes qu'une bande d'escrocs. Méline, après quelques secondes de paralysie, a fini par réagir. Elle s'est jetée sur Léo, essayant de le griffer. Son chignon élégant s'est défait pitoyablement. Son visage maquillé était taché de larmes et de colère. C'est notre maison. Vous n'avez aucun droit. Sortez. Sortez tous de ma maison. Mais avant qu'elle ne puisse toucher Léo, 2 agents de sécurité sont intervenus, la tenant fermement par les bras, professionnellement et sans cérémonie. Madame Hamilton, s'il vous plaît, restez calme. Nous exécutons une ordonnance du tribunal. Tout acte de résistance sera consigné et pourrait constituer un délit, la voix de l'un des avocats de l'équipe sonnait froide et légaliste. Pendant ce temps, les experts, munis de leurs tablettes et de matériel spécialisé, ont commencé à se disperser dans toute la propriété. Ils travaillaient avec rapidité et efficacité. Chaque objet du lustre en cristal au canapé en cuir de crocodile, en passant par les tableaux coûteux et les bouteilles de vin de la cave était photographié, enregistré et marqué d'une étiquette rouge de saisie. Le clic des appareils photo et le bruit du ruban adhésif résonnaient dans l'espace comme le bruit de termites dévorant méthodiquement la coque luxueuse de la famille Hamilton. Arrêtez. Arrêtez ça tout de suite.
Qui vous a donné la permission de toucher à mes affaires » hurlait Méline, impuissante, voyant un expert sur le point de saisir la vitrine où elle exposait sa collection de sacs Hermès. « Ceux-là sont à moi. Je les ai achetés avec mon argent. Vous n'avez aucun droit, madame. Selon le contrat, tous les actifs de valeur récemment acquis sont considérés comme provenant du prêt et entrent dans le champ des actifs à recouvrer, a répondu l'avocat d'une voix inaltérable. Walter, qu'Ethan avait aidé à s'asseoir, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Il restait assis là, le regard vide, observant la scène chaotique. Sa fierté et l'autorité d'un homme qui avait valorisé les apparences par-dessus tout avaient été brisées. Il n'avait plus la force de crier, murmurant seulement pour lui-même, « C'est fini. Tout est fini. » Ethan, après avoir essayé en vain de ranimer son père, s'est finalement tourné vers moi. Il ne criait plus, n'était plus en colère. Au lieu de cela, dans ses yeux, il y avait une supplique, un appel pathétique. Il a trébuché vers l'avant et s'est soudainement agenouillé devant moi sur le sol froid. « Chloé, Chloé, je t'en supplie. » Il a commencé à pleurer les larmes d'un homme qui a tout perdu. « Je sais que j'ai eu tort. Je suis un salaud. Je n'ai pas su t'apprécier, mais s'il te plaît, donne une issue à ma famille. Dis-leur d'arrêter. Tu n'as qu'un mot à dire et ils t'écouteront. Je t'en supplie au nom de l'amour que nous avions en tant que mari et femme. L'amour en tant que mari et femme. » J'ai regardé l'homme agenouillé à mes pieds, le visage couvert de larmes et de morve. Il y a une heure à peine, lui-même m'avait giflé jusqu'au sang. Il y a une heure à peine, il me méprisait avec l'arrogance d'un supérieur infligeant une punition. Et maintenant, il parlait d'amour conjugal. Comme c'était ridicule. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé avec des yeux froids comme de la glace, sans l'ombre d'une émotion. Je ne ressentais ni pitié, ni satisfaction, seulement un dégoût infini. Mon silence semblait le rendre encore plus désespéré. Il a rampé vers l'avant, essayant de serrer mes jambes. « Chloé, dis quelque chose. Tu ne peux pas être aussi cruel. Après tout, je suis ton mari. » « Marie, j'ai fini par dire, la voix pleine de sarcasme. À partir du moment où tu as levé la main sur moi, tu as perdu ce droit. Et à partir du moment où ta famille m'a traité comme un objet à piétiner, vous avez cessé d'être ma famille. » J'ai doucement dégagé ma jambe de ses mains. Je me suis tourné vers Léo, qui se tenait toujours là, observant tout calmement. « Léo, dépêche-toi. Je ne veux pas rester dans cet endroit immonde une seconde de plus. » « Entendu, Madame la Présidente. » Léo a hoché la tête. Il a donné un signal et le processus de saisie s'est accéléré. À l'extérieur, les dépanneuses étaient déjà arrivées. La Bentley de Walter, la Porsche de Méline et la BMW d'Ethan ont été chargées une par une sur des plateaux, prêtes à être emmenées vers une fourrière. La saisie s'est faite publiquement sous le regard de nombreux voisins curieux qui s'étaient rassemblés à distance. Le scandale de la famille Hamilton ne pouvait plus être caché. Environ une heure plus tard, presque tout était terminé. Le domaine opulent semblait maintenant désolé, couvert d'étiquettes rouges de saisie bien visibles. Léo s'est approché de la famille Hamilton, blotti et hébété sur le seul canapé qui n'avait pas été saisi. « Monsieur, Madame, et jeune monsieur Hamilton, selon la procédure, vous avez 30 minutes pour rassembler vos effets personnels essentiels et libérer cette propriété. Après 30 minutes, l'équipe de sécurité procédera à la mise sous scellé de toute la résidence et changera les serrures. Toute tentative d'entrée non autorisée à partir de ce moment sera poursuivie en justice. 30 minutes. Une cruauté, mais tout à fait légale. Propriétaire d'un bien de 10 millions de dollars, ils n'avaient plus que 30 minutes avant de devenir sans abri. L'effondrement de leur faux empire était enfin complet. Les brèves 30 minutes passèrent dans un silence terrifiant. La famille Hamilton, les 3 personnes qui avaient vécu au sommet du luxe erraient maintenant comme des fantômes dans la maison qui ne leur appartenait plus. Ils n'avaient plus la force de crier ou de résister, la réalité brute les avait complètement anéantis. Méline, la femme habituée à avoir des domestiques, devait maintenant emballer ses propres vêtements dans une vieille valise. Les robes de créateur, les sacs coûteux qu'elle aimait comme sa propre vie, tout avait été saisi. Elle ne pouvait rien emporter d'autre que quelques pyjamas et des articles personnels bon marché. Walter restait immobile sur sa chaise, les yeux vides, fixant l'infini. Le choc semblait avoir drainé toute sa force et son esprit. Il ne préparait rien, il restait assis là comme une statue de l'échec. Ethan était le seul à montrer une certaine activité. Il est allé discrètement dans la chambre,
rassemblant quelques vêtements pour lui et son père. Son visage ne montrait plus ni supplication ni colère, seulement un vide terrifiant. De temps en temps, il levait les yeux vers moi, debout dans l'encadrement de la porte, supervisant tout avec Léo. Dans ses yeux se mêlait la haine, le regret et peut-être une pointe d'incompréhension. Il ne comprenait probablement toujours pas comment sa femme, la fille de province naïve, s'était transformée en une personne si puissante et impitoyable en une seule nuit. Le temps est écoulé, est entré Léo, la voix implacable. Il est temps de partir. Méline a éclaté en sanglots. Elle s'est accrochée à un vase antique, son objet de décoration préféré, refusant de le lâcher. Je ne pars pas. C'est ma maison. Je n'irai nulle part. Mais ces paroles n'avaient plus aucun poids. 2 agents de sécurité se sont approchés et ont doucement mais fermement détaché ses mains du vase pour l'escorter vers la porte. Tous les 3 autres fois les maîtres d'une magnifique propriété sont sortis tête baissée par l'imposante grille en fer, chacun avec une petite valise. Sous les regards curieux et les murmures des voisins, la grille du domaine s'est refermée lentement derrière eux. Un craquement sec a résonné, comme pour mettre un point final à un chapitre de fausse splendeur. Je les regardais depuis le balcon, les voyant debout, désorientés sur le trottoir, ne sachant où aller. Je ne ressentais aucune satisfaction, seulement une profonde lassitude et un grand vide. Était-ce ce que je voulais? Les voir si misérables me rendaient-ils vraiment heureuse? Mais alors, ma main a inconsciemment effleuré ma joue, qui me faisait encore un peu mal. L'image des 2 gifles, le regard méprisant de Méline, la cruauté d'Ethan, tout cela m'est revenu à l'esprit. Non, je ne le regrettais pas. C'était le prix qu'ils devaient payer pour leur arrogance, pour leur méchanceté et pour avoir piétiné la dignité d'une autre personne. Cette nuit-là, ils ont dû passer leur première nuit en tant que sans-abri. Avec le peu d'argent qu'il leur restait, ils ne pouvaient pas se payer un hôtel décent. Ils ont dû trouver un motel sordide et humide dans une ruelle de la ville. La chambre, d'à peine 10 mètres carrés, sentait le moisi, un contraste brutal avec le luxe dont ils avaient l'habitude. Méline, qui n'avait jamais connu la misère de sa vie, ne pouvait pas le supporter. Elle pleurait, criait et fracassait les quelques meubles de la pièce. Walter restait assis dans un coin, plongé dans un silence terrifiant. Et Ethan? Il devait faire face à une réalité encore plus dure. Son téléphone ne cessait de sonner, non pas des appels de partenaires ou d'amis, mais de créanciers qui avaient flairé l'effondrement de sa famille. Quand vas-tu payer? Tu as l'intention de te cacher? Les menaces et les insultes bombardaient ses oreilles. Il a dû éteindre son téléphone, se cachant comme un rat. Du sommet de l'ostentation, ils étaient tombés dans l'abîme de l'humiliation en une seule nuit. La suite de jours face à la réalité brute et dure ne faisait que commencer, et je savais que dans les longues nuits d'insomnie qui les attendaient, au milieu de la panique et du désespoir, ils feraient sûrement une chose, découvrir à tout prix ce qu'était 4 Capital et qui était réellement la femme nommée Chloé Vance. Les jours suivants furent un cauchemar sans fin pour la famille Hamilton. Ils ne s'étaient pas encore remis du choc d'être expulsés de leur propre maison, qu'ils devaient faire face à une tempête encore plus terrible, la persécution des créanciers et l'effondrement total de leur réputation. La nouvelle que Hamilton Construction, une entreprise de construction bien connue, avait été entièrement saisie par un mystérieux fonds d'investissement du jour au lendemain s'est propagée comme une traînée de poudre dans le monde des affaires de New York. Les tabloïds s'en sont emparés, tissant toutes sortes d'histoires scandaleuses. Des photos de Walter, Méline et Ethan traînant leurs valises hors du domaine ont été capturées par des paparazzis et publiées massivement sur les réseaux sociaux. Le clan Hamilton, de symbole de richesse, est devenu la risée de tous. Leurs partenaires commerciaux, ceux qui les flattaient autrefois, leur tournaient maintenant le dos en masse. Non seulement ils coupaient tout lien, mais ils profitaient de l'occasion pour réclamer de vieilles dettes. Hamilton Construction, déjà pourri de l'intérieur, a officiellement déclaré faillite. La dernière porte s'était refermée. Vivant dans la chambre de motel exiguë et sordide, ils étaient tous les 3 comme des animaux acculés. La peur et le désespoir se transformaient en disputes et en accusations mutuelles. Tout est de ta faute à cause de ton incompétence en affaires, hurlait Méline en pointant son mari du doigt. Sans toi, nous ne serions pas dans cette situation. Oh, bien sûr. Comme si tu étais parfaite. Walter, après des jours de silence, a fini par exploser. Si ce n'était pas pour ta vanité et tes exigences insatiables, je n'aurais pas eu à prendre le risque d'emprunter de l'argent à ce fonds d'investissement. Ethan restait assis dans un coin, écoutant en silence ses parents s'insulter. Mais dans son esprit, ce n'était pas l'inquiétude concernant les dettes qui dominait,
mais une immense question, une obsession dont il ne pouvait se défaire. Qui était Chloé? Pourquoi avait-elle un pouvoir aussi terrifiant? Qu'étaient exactement 4 capitales? La curiosité et un mince espoir de trouver une faille en moi pour renverser la situation l'ont poussé à agir. Il a commencé à utiliser les quelques contacts qui lui restaient d'anciens amis du monde des affaires pour enquêter. Au début, toutes les informations étaient vagues. 4 capitales était un nom trop grand et trop mystérieux. Personne ne connaissait sa structure organisationnelle ou son véritable leader. Toutes les transactions étaient menées par l'intermédiaire de cabinets d'avocats et de représentants de haut niveau. Mais Ethan n'a pas abandonné. Il a suivi la trace du contrat de prêt lui-même jusqu'au cabinet d'avocats qui représentait 4 capitales. Bien sûr, ils ont refusé de fournir la moindre information, invoquant le secret professionnel. Mais Ethan, avec la ruse et l'audace d'un homme désespéré, n'a pas lâché prise. Il a réussi à approcher un employé subalterne du cabinet et, utilisant ses derniers deniers, l'a soudoyé pour obtenir des informations. Et puis, un après-midi, alors qu'il était assis dans un café en terrasse, il a reçu un appel. « Allô, est-ce Monsieur Hamilton ?» a chuchoté la voix à l'autre bout du fil. « J'ai trouvé les informations dont vous avez besoin, mais c'est très sensible. Êtes-vous sûr de vouloir savoir? Dites-moi. Je paierai ce qu'il faudra. » a dit Ethan d'une voix pressante. La personne à la tête de 4 capitales, celle qui a le pouvoir de décision finale, est une femme. Son nom est Chloé Vance. Chloé Vance. Ethan a répété le nom. Cela lui semblait familier, mais il n'arrivait toujours pas à faire le lien. Oui, c'est la fille unique du défunt président Arthur Vance, le fondateur du fonds. On dit qu'après la mort de ses parents, elle a mené une vie très discrète, n'apparaissant presque jamais en public. Les gens ne la connaissent que par son titre de présidente 4. Le téléphone est tombé de la main d'Ethan sur la table dans un bruit sourd. Il était paralysé. Chloé Vance, présidente 4. Toutes les pièces éparses du puzzle se sont soudainement emboîtées, formant une vérité incroyable, une vérité si terrifiante qu'elle était insupportable. Sa femme, Chloé, l'orpheline de petite ville qu'il avait toujours rabaissée et méprisée, était en réalité Chloé Vance, la présidente mystérieuse et puissante. Le monde d'Ethan s'est effondré. Il restait assis là, au milieu du café bondé, ressentant un frisson qui lui glaçait les os. Maintenant, tout était limpide, la rencontre fortuite, le coup de foudre, l'aide opportune de 4 capitales, tout, absolument tout, avait fait partie d'un plan, d'une pièce parfaitement orchestrée. Mais il n'en était pas le metteur en scène. Il n'était qu'une marionnette, un clown, rien de plus. Il s'était senti supérieur, il avait pensé manipuler et tromper une fille naïve, mais en réalité, c'était lui qui était trompé, victime de la blague la plus douloureuse et la plus humiliante qui soit. Le choc a fait place à une peur effroyable. Qu'avait-il fait? Il l'avait frappée. Il avait humilié cette femme puissante. Lui et sa famille avaient traité leur créancière comme un chien. Quelles en seraient les conséquences? La saisie et la faillite n'étaient probablement qu'une punition bien trop légère. La vérité terrifiante n'a pas seulement brisé Ethan, elle a plongé toute sa famille dans un état de panique absolue. Quand Ethan est retourné au motel et leur a tout raconté, Méline et Walter n'en croyaient pas leurs oreilles. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» balbutia Méline, son visage déjà émacié devenant encore plus pâle. « Cette fille de la campagne est la présidente, notre créancière. »« Oui, » répondit Ethan d'une voix creuse. « Elle nous a tous trompés. Depuis le début, nous n'étions que des marionnettes dans sa pièce de théâtre. »« Oh mon Dieu !» cria Méline en s'effondrant sur le lit, pleurant inconsolablement. « Pourquoi? Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi a-t-elle dû faire semblant d'être pauvre pour nous piéger ainsi? Que avons-nous fait pour mériter cela? » Elle ne reconnaissait toujours pas son erreur, ne sachant que blâmer les autres. Walter restait pétrifié sur sa chaise en plastique. Il ne pleurait pas. Il ne criait pas. Son effondrement était silencieux, mais encore plus terrifiant. Toute sa fierté, l'autorité d'un homme qui s'était considéré comme le pilier, le plus intelligent, avait été brisée. Il avait été facilement dupé par une jeune femme qu'il méprisait. Cette humiliation était plus douloureuse que la perte de sa fortune. Après la panique initiale, une autre émotion surgit en eux, la peur. Ils commencèrent à se souvenir de tout ce qu'il m'avait fait. Méline se souvint de ses insultes et de ses moqueries, de la fois où elle m'avait forcé à la servir comme une servante. Ethan se souvint des 2 gifles,
de ses paroles désobligeantes, et même du plan qu'il concoctait pour me tromper avec une autre femme. Il savait que ce qui venait de se passer, la saisie, n'était que le début. La vengeance d'une femme puissante et blessée serait sûrement beaucoup plus terrible. Ils décidèrent donc d'agir non pas pour affronter, mais pour supplier. Ils n'avaient plus aucune position pour se battre. Leur seul espoir résidait désormais dans mon pardon, ma compassion. Le lendemain matin, Ethan se rendit au siège de 4 capitales. Il n'avait plus son apparence élégante. Il portait de vieux vêtements, son visage était émacié et mal rasé, il avait l'air pathétique. Il se tenait devant l'entrée du gratte-ciel, essayant de demander un entretien avec la présidente Chloé Vance. Bien sûr, l'équipe de sécurité l'arrêta à l'entrée. « Excusez-moi, monsieur. Avez-vous un rendez-vous ? Je suis l'époux de la présidente. S'il vous plaît, laissez-moi la voir. » Ces paroles ne reçurent que des regards de mépris et des rires moqueurs de la part du personnel de sécurité. « L'époux de la présidente ? Êtes-vous fou ? Partez d'ici si vous ne voulez pas que nous vous jetions dehors. » Rejeté sans cérémonie, Ethan n'abandonna pas. Il resta là du matin au soir, sous le soleil et la pluie, endurant les regards curieux des passants. Il espérait que je le verrais, que j'aurais pitié de lui. Mais je n'apparus pas. Je connaissais tous ses faits et gestes à l'avance grâce au rapport de Léo. Je ne voulais pas le voir, du moins pas encore. Voyant qu'ils ne pouvaient pas m'approcher à l'entreprise, ils tentèrent autre chose. Méline et Walter, les 2 personnes qui autrefois attachaient plus d'importance aux apparences qu'à la vie, durent s'humilier. Ils se rendirent à l'ancien appartement où j'avais vécu lorsque je jouais mon rôle de fille de petite ville. Ils espéraient m'y trouver. Ils sonnèrent et frappèrent à la porte, mais seul le silence répondit. Ils interrogèrent les voisins, ceux qui avaient l'habitude de me voir aller et venir seul. « Mademoiselle Chloé ? Nous ne l'avons pas vue depuis longtemps. Nous avons entendu dire qu'elle avait déménagé ailleurs. » Tous leurs efforts furent vains. Il semblait que j'avais disparu de leur vie, mais mon ombre, mon pouvoir, planait sur chaque seconde de leur existence. Enfin, presque désespéré, Ethan fit une dernière tentative. Il trouva mon numéro de téléphone personnel, celui que j'utilisais rarement. Il m'appela non pas une mais des dizaines de fois. Je ne répondis pas. Puis il commença à envoyer des messages textuels de longs messages suppliants pleins de regrets. « Chloé, c'est moi. Je sais que j'ai eu tort. Que c'est impardonnable. Je suis un misérable, un homme qui ne mérite pas d'être appelé ainsi. Ma mère m'a manipulé. L'avidité m'a aveuglé. Ces 2 gifles me hantent chaque nuit. Je t'en supplie, donne-moi une chance de me racheter. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux rien. Je ne veux que toi. J'ai réalisé que je t'aime vraiment. Chloé, s'il te plaît, rencontrons-nous une dernière fois. » Ces mots, s'ils avaient été destinés à la Chloé d'il y a une semaine, auraient pu m'attendrir. Mais la Chloé d'aujourd'hui, après avoir appris toute la vérité, ne les trouvait que ridicules. L'amour. Il avait encore le culot de parler d'amour. Mais alors, une idée me traversa l'esprit. Le rencontrer une dernière fois était peut-être la bonne chose à faire non pas pour pardonner, mais pour y mettre un terme définitif, pour démasquer ses derniers mensonges. Je répondis par un court message, demain à 10 h au café habituel où tu m'as déclaré ton amour pour la première fois. Je voulais voir, à l'endroit même où les mensonges avaient commencé, comment il continuerait à jouer sa farce. Le petit café niché dans une ruelle calme de l'Upper East Side, l'endroit que j'avais choisi pour notre dernière rencontre, semblait étrangement étouffant et tendu. La lumière du matin filtrait à travers la grande fenêtre, illuminant les grains de poussière flottant dans l'air, mais elle ne parvenait pas à réchauffer la froideur qui enveloppait notre table, une froideur qui émanait du silence, de la vérité nue et d'un cœur qui s'était complètement transformé en pierre. Ethan était assis en face de moi, immobile comme une statue enchantée. Son visage beau et charmant, qui m'avait autrefois captivé, était maintenant pâle comme de la cire. Ses yeux étaient écarquillés, fixés sur l'écran de la tablette posée sur la table, où les preuves irréfutables de sa trahison s'affichaient de la manière la plus brute et la plus impitoyable, les photos intimes de lui et de sa maîtresse lors d'un voyage à Saint-Barth, un voyage qu'il m'avait dit être pour le travail, les conversations torrides, les promesses d'un futur sans moi, et surtout, l'enregistrement audio de leur conversation, clair comme de l'eau, où il planifiait de prendre tout mon argent puis de m'abandonner sans pitié. Tout était comme des coups de marteau invisibles qui frappaient et brisaient le petit espoir pathétique qui lui restait, pulvérisant le scénario qu'il avait préparé.
Il avait probablement pensé que la rencontre d'aujourd'hui serait l'occasion de continuer son numéro de mari repentant. Il utiliserait à nouveau ses larmes de crocodile, ses paroles douces, ses étreintes désespérées pour implorer le pardon, pour manipuler mes émotions une fois de plus, comme il l'avait fait tant de fois. Il était trop sûr de son propre charme, trop sûr de l'amour supposé qu'il pensait que je ressentais encore aveuglément pour lui. Il ne pouvait pas imaginer que je n'étais pas venu en épouse trahie cherchant des excuses, mais en juge sur le point de rendre une sentence. Non, ce n'est pas comme ça, finit-il par bafouiller, sa voix tremblante et presque inaudible. Il leva les yeux vers moi, son regard ne contenait plus la supplique confiante du début, mais la panique absolue d'une bête acculée sans issue. Chloé, c'est un malentendu. Elle et moi ne sommes que de bons amis. Elle avait des problèmes, et je voulais juste l'aider. Cet enregistrement était son piège. Oui, elle m'a piégé pour détruire notre bonheur. Des amis ? Je lâchai un rire sec, un rire froid et méprisant qui résonna dans le silence du café. Des amis si intimes qu'ils vont ensemble dans une clinique pour un test de grossesse, Ethan ? Des amis si intimes qu'ils planifient comment plumer ton épouse puis l'abandonner ? Me prends-tu pour une imbécile ? Ou penses-tu que tout le monde est assez stupide pour croire à cette excuse de bas étage ? Je ne l'appelais plus par aucun nom affectueux. Il ne le méritait pas, combien de temps vas-tu continuer cette mascarade ? Continuai-je, ma voix glaciale. Qui aimes-tu ? Moi ou elle ? Non, laisse-moi reformuler la question, aimes-tu quelqu'un dans cette vie ? Ou n'aimes-tu en fait personne d'autre que l'argent et toi-même ? Ethan resta sans voix, incapable de trouver une excuse plus plausible. Tous ses masques avaient été arrachés. Sa façade de mari aimant, d'homme pitoyable poussé par les circonstances, tout avait été brisé. Maintenant, devant moi, il n'y avait qu'un escroc émotionnel professionnel, un être humain dont l'avidité et l'égoïsme étaient gravés dans l'ADN. Il enfouit sa tête sur la table. Ses épaules tremblaient. On ne savait pas si c'était de peur ou d'humiliation. Sa pièce, une pièce élaborée et construite sur une année entière, avait enfin atteint une fin pathétique. Mais son châtiment n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Toutes ces preuves, dis-je, ma voix désormais ferme et froide comme une condamnation à mort, seront envoyées par mon avocat directement au tribunal avec la demande de divorce. Non seulement tu partiras les mains vides, mais avec ce que tu as planifié, tu pourrais également faire face à des accusations de fraude et de détournement de fonds. Mais ce n'est pas tout, Ethan. Je me levai. La chaise grimaça en étant repoussée, un son sec qui brisa le silence. Je regardais l'homme brisé à mes pieds, celui que j'avais autrefois aimé de tout mon cœur, et qui n'était plus qu'une figure pathétique et méprisable. Tu as probablement oublié quelque chose d'important, poursuivis-je, ma voix teintée d'ironie. Toi et ta famille vivez dans un très beau domaine, n'est-ce pas ? Vous conduisez des voitures très luxueuses, n'est-ce pas ? Mais t'es-tu déjà demandé d'où venait tout cet argent ? T'es-tu jamais demandé pourquoi une entreprise au bord de la faillite comme Hamilton Construction a pu obtenir un prêt aussi important ? Ethan leva brusquement la tête, son regard confus, ne comprenant pas où je voulais en venir. En tant que plus grande créancière de Hamilton Construction Corporation, celle qui possède tous les actifs hypothéqués de l'entreprise et de ta famille par l'intermédiaire de 4 Capital, j'ai le plaisir d'annoncer une nouvelle décision. J'insistais délibérément sur chaque mot pour qu'ils puissent les entendre, pour qu'ils comprennent à quel point il avait été stupide de jouer avec le feu. Je ne me limiterai pas à l'exécution de la dette. J'exercerai mon droit de créancière et prendrai le contrôle total de l'entreprise. Et la première chose que je ferai en tant que nouvelle présidente sera de publier l'ordre de licenciement du directeur commercial, Ethan Hamilton. Félicitations. À compter de demain, vous êtes officiellement au chômage. Ma dernière déclaration a été comme le coup de grâce d'une masse non seulement contre ses actifs, mais contre sa carrière, contre le dernier vestige de sa fierté, la seule bouée de sauvetage à laquelle il pensait pouvoir se raccrocher. Il se tenait là, paralysé, le regard vide. Il avait tout perdu, femme, maîtresse, un enfant à naître, argent, maison, et maintenant son travail. Je me suis retourné sans regarder en arrière, sortant froidement du café. Je ne voulais pas voir son état misérable, pas une seconde de plus. Le ciel dehors était encore clair et le soleil brillait, mais je savais qu'une tempête terrible était sur le point d'éclater sur la vie d'Ethan et de sa famille, une tempête qu'ils avaient eux-mêmes créée. Et j'étais simplement celle qui décidait du moment où elle arriverait. Mes paroles au café n'étaient pas une menace en l'air, elles étaient un plan d'action détaillé, froid et calculé. L'après-midi même,
j'ai convoqué une réunion d'urgence avec l'équipe juridique et financière de 4 Capital. L'ordre était clair et immédiat. Le lendemain matin, alors que Walter et Ethan étaient encore sous le choc, une équipe d'experts de 4, dirigée par Léo et les meilleurs avocats, s'est présentée au siège de Hamilton Construction. Ils ne sont pas arrivés en tant que clients ou partenaires, mais en tant que nouveaux propriétaires avec des documents juridiques irréfutables. De l'accord de prêt et de l'hypothèque aux documents prouvant le droit de prendre le contrôle total des actifs pour rupture de contrat, ils ont exécuté un coup d'État pacifique mais imparable. L'ancien conseil d'administration au complet, y compris Walter et ses acolytes, a été immédiatement licencié. Tous les livres comptables et les données informatiques ont été saisis pour un audit approfondi de leurs pratiques frauduleuses. La première décision de la nouvelle direction a été de résilier le contrat du directeur commercial, Ethan Hamilton, pour incompétence et comportement non transparent ayant gravement porté atteinte aux intérêts de l'entreprise. La lettre de licenciement a été envoyée directement à son motel, accompagnée d'un carton pour qu'il récupère ses quelques affaires au bureau. Le choc de perdre sa carrière, ajouté à l'humiliation publique lorsque les preuves de son infidélité et de sa fraude ont été présentées au tribunal, l'a anéanti. Sa maîtresse, en apprenant qu'il n'était plus un riche héritier, a disparu sans laisser de traces, emportant avec elle la grossesse qu'Ethan avait considérée comme son atout majeur. Il a été abandonné de la même manière qu'il prévoyait de m'abandonner. Il a récolté ce qu'il a semé. Il a tout perdu, femme, maîtresse, enfant, carrière, fortune et honneur. Il ne restait que des dettes de jeu et un avenir sombre. Le procès en divorce n'a été qu'une simple formalité. Avec toutes les preuves, le tribunal a tranché en ma faveur. Notre mariage a officiellement pris fin. J'ai obtenu le divorce sans avoir à diviser de biens, car la plupart m'appartenaient avant le mariage et le reste, il l'avait lui-même détruit. La famille Hamilton, ayant perdu sa maison et son entreprise, a dû faire face aux dettes restantes auprès des banques et des prêteurs. Ils étaient complètement ruinés. La nouvelle de la disgrâce de leur fils unique, combinée à l'humiliation, a provoqué chez Walter un grave accident vasculaire cérébral. Il est resté alité, paralysé et dépendant des autres pour le restant de ses jours. Méline, la femme habituée au luxe, a dû vendre ses derniers bijoux et commencer à travailler comme femme de ménage dans des restaurants pour payer les factures médicales et survivre. Ils ont passé le reste de leurs jours dans la pauvreté, la maladie et les remords. C'était la fin juste que le karma leur a infligée pour leur arrogance, leur avidité et leur cruauté. Après la tempête du divorce et de l'acquisition de l'entreprise, j'ai officiellement repris ma véritable identité, Chloé Vance, présidente de 4 Capital. Mon apparition publique a fait grand bruit dans le monde financier. Mon histoire était dans tous les journaux, mais je ne me suis pas délecté de la victoire. Cette expérience douloureuse m'a enseigné une leçon précieuse sur la vie, les gens et la responsabilité qui accompagnent le pouvoir. J'ai décidé d'utiliser mes ressources pour faire quelque chose de significatif. La première chose a été de restructurer Hamilton Construction. J'ai changé son nom en New Dawn Construction, symbolisant un nouveau départ transparent et plein d'espoir. J'ai gardé les ingénieurs et les ouvriers dévoués, ne licenciant que les cadres corrompus. J'ai mis en place un modèle de gestion moderne et amélioré les salaires et les conditions de travail. En un an, New Dawn est devenue l'une des entreprises de construction les plus réputées du pays non pas pour l'ostentation, mais pour la qualité et l'intégrité. Quant au domaine de 10 millions de dollars, théâtre de ma plus grande tragédie, j'ai pris une décision inattendue. Au lieu de le vendre pour effacer les mauvais souvenirs, je l'ai transformé. J'en ai fait le siège d'un nouveau projet à but non lucratif, le 4 Startup Hub, un incubateur d'entreprises et un espace de coworking gratuit pour les jeunes entrepreneurs, en particulier les femmes, ayant de grandes idées mais peu de ressources. Je voulais utiliser mon histoire et mes moyens pour donner du pouvoir aux autres afin qu'aucune femme talentueuse n'ait à renoncer à ses rêves par manque d'opportunités. Le domaine, autrefois symbole de fausseté et de douleur, est devenu un phare de renaissance, de créativité et d'espoir. 3 ans ont passé. Ma vie est maintenant bien remplie mais incroyablement gratifiante. Le 4 Startup Hub est devenu un grand succès, lançant des dizaines de nouvelles entreprises innovantes. Voir les jeunes que j'ai soutenus présenter leurs projets avec confiance me remplit d'un bonheur indescriptible. New Dawn a également prospéré, devenant un géant de la construction reconnu pour sa qualité et sa culture d'entreprise humaine. Un après-midi, debout sur le toit de l'ancien domaine, devenu un centre d'innovation dynamique, j'ai regardé la ville s'illuminer. Le vent apportait le parfum des fleurs du jardin. Je n'étais plus une jeune femme fuyant son identité, mais une femme qui l'avait embrassée et l'utilisait comme une force pour le bien.
J'étais devenue la véritable reine de ma propre vie non pas parce que j'étais née avec une couronne, mais parce que je m'étais battue et que je m'étais relevée de l'endroit même où j'étais tombée. Le passé avec Ethan et sa famille n'est plus qu'une leçon apprise. Je ne ressens aucune haine, seulement de la gratitude pour la force que cela m'a donnée pour devenir une meilleure version de moi-même. Léo est monté sur le toit avec une tasse de thé. Tout le monde est parti, Madame la Présidente. L'événement d'aujourd'hui a été un grand succès. Grâce à vous et à tout le monde, Léo, ai-je souri. Non, merci à vous, a-t-il dit, l'admiration dans les yeux. Vous avez transformé un lieu de mauvais souvenirs en un lieu plein d'espoir et de vie. J'ai souri, ressentant une paix profonde. J'étais fier de ne pas avoir laissé la haine me consumer, d'avoir transformé ma douleur en un pouvoir pour aider les autres. Mon aube en tant que présidente Chloé Vance ne faisait que commencer, plus radieuse et prometteuse que jamais. Chers auditeurs, ainsi s'achève le voyage dramatique de Chloé. De l'humiliation la plus profonde au sommet du pouvoir, c'est une histoire qui nous laisse réfléchir sur le véritable sens de la richesse, la frontière ténue entre l'amour et la manipulation, et surtout, la force incroyable qui réside en nous, une force capable de transformer la douleur en pouvoir et l'humiliation en tremplin pour une renaissance glorieuse. L'histoire de Chloé est un avertissement sur le danger de se perdre par amour. Le véritable amour n'exige jamais que vous renonciez à qui vous êtes. Mais c'est aussi une histoire d'autonomisation. Le moment où Chloé passe cet appel fatidique nous enseigne que la plus grande force ne réside pas dans ce que nous pouvons endurer, mais dans le fait de savoir quand dire « assez ». Elle n'a pas choisi la confrontation directe ou l'apitoiement sur soi, elle a choisi une solution stratégique, s'attaquant à ce qu'ils appréciaient le plus, l'argent et l'apparence. Son calme et sa détermination ont été plus dévastateurs que n'importe quel cri ou gifle. Cette histoire est aussi une satire cinglante de la fausse richesse et de la vanité. La famille Hamilton a construit un château de cartes sur des mensonges, et quand la vague de vérité est arrivée, il s'est effondré de manière spectaculaire. Cela nous rappelle que la véritable valeur réside dans le caractère et l'intégrité, non dans les possessions matérielles. Et peut-être que la leçon la plus profonde porte sur le voyage de découverte de soi et de rédemption de Chloé. Au lieu de se laisser guider par la vengeance, elle a choisi une voie plus noble. Elle a reconstruit une entreprise, créant de la valeur et des emplois. Elle a transformé un lieu de douleur en un vivier de rêve pour les autres. Elle a montré que la meilleure façon de surmonter un passé traumatisant n'est pas de le fuir, mais de l'affronter et d'utiliser ses leçons pour construire un avenir meilleur et plus significatif non seulement pour soi-même, mais pour les autres. Le véritable bonheur ne réside pas dans la vengeance, mais dans la recherche d'un but et dans la diffusion de la bonté. Chloé a transformé sa tragédie en un flambeau, éclairant le chemin non seulement pour elle-même, mais pour beaucoup d'autres. C'est la plus grande victoire de toutes, la victoire non seulement du pouvoir, mais de la sagesse et de l'humanité. Merci de nous avoir rejoints dans cette réflexion. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits. Votre soutien est notre plus grande motivation. À la prochaine fois.